Que s'est-il passé au Venezuela, Pepe? C'est tellement triste ce qui s'est passé là-bas. Quelle est la conséquence des actions de l'administration Trump? Quelles sont les répercussions de ce genre d'actions pour les pays d'Amérique latine? Je parle du Brésil, de la Colombie, de Cuba et de tous ces pays. Oui. Eh bien, j'en ai parlé dans un précédent podcast, et si j'en fais d'autres cette semaine, ce sera la même chose. Je vais probablement parler aux Chinois cette semaine. Je mettrai l'accent sur le thème numéro 1 concernant l'Amérique latine et l'Amérique du Sud. Les rues d'Amérique du Sud, Nima, et vous tous, notre public, les rues d'Amérique latine sont unies. No pasaran. Les élites d'Amérique latine, c'est une toute autre histoire. Surtout l'élite comprador de la 5e colonne au Venezuela. Mais cela concerne, je dirais, 2 ou 3 quartiers de Caracas, car la plupart d'entre eux sont en exil, principalement en Floride. Miami est la capitale de la diaspora vénézuélienne, comme nous le savons tous. Et les élites au Brésil, elles comptent parmi les plus répugnantes à tous égards. Et je connais ces gens de l'intérieur. J'ai grandi avec eux. Je sais comment ils pensent. Je sais à quel point ils détestent le Brésil. Je sais comment ils vendent le Brésil. Comme si, tu vois, ils pouvaient tout vendre. Bon, ne nous lançons pas là-dedans. Et bien sûr, leur idée du succès, c'est quoi d'autre? Une maison en Floride et un appartement à New York, avec un accent carioca. Les élites en Colombie, les élites au Chili, celle-là, c'est encore autre chose. Au Chili, tu vas dans certains quartiers de Santiago et tu n'as autour de toi que des fascistes nazis. Apparemment, très très riches. Buenos Aires, mon Dieu, c'est encore pire. Et maintenant, ils dirigent complètement le pays à travers leur pantin de la Sierra Electrica, Milei. Alors ces élites, bien sûr, applaudissent ce qui s'est passé. Cette sorte de bande-annonce Netflix, je dirais. Cette saison 2 qui s'est déroulée à Caracas. Au fait, je ne sais pas si vous l'avez vu. A gnat and a wrangling. Them Ellis. By the way, I don't know if you... I posted on my Telegram, all of you should see it. There is already I would say less than 2 minutes. Il existe déjà, je dirais, un rendu d'intelligence artificielle de moins de 2 minutes de ce qui s'est passé à Caracas, suivant le scénario américain et réalisé par un cinéaste vénézuélien. Il a donc complètement adopté le récit américain. Mais la production par IA, les valeurs de production, est excellente. Et cela, pour les jeunes du monde entier, est très dangereux, car c'est déjà une opération psychologique subliminale. Ce sera une distraction pour les jeunes accros à l'IA qui va commencer à circuler partout. Et sur le plan conceptuel, c'est totalement faux, même si c'est brillamment présenté et visuellement superbe. Mais c'est du pur n'importe quoi. C'est en gros un communiqué de presse de la Maison-Blanche transformé en IA. Voilà, c'est la grande différence, Nima. Et pour vous tous. Et gardez cela très très clair. Nima and all of you, and keep it very, very clear. All of you who are watching us that are... Vous tous qui nous regardez depuis l'Amérique du Sud ou l'Amérique latine, qui parlez espagnol ou portugais, et vous tous, peut-être encore plus nombreux, qui n'êtes pas en Amérique du Sud ou en Amérique latine, mais qui n'avez, je dirais, qu'une connaissance marginale de la vie là-bas, non seulement ces dernières années, mais au cours des dernières décennies. Cette dichotomie entre les classes laborieuses, les campesinos, le sentiment populaire qui traverse toute l'Amérique latine et leurs élites absolument répugnantes est l'un des abîmes les plus saisissants de l'histoire de l'humanité. Vraiment. Et je ne suis pas hyperbolique en disant cela. Évidemment, pour ce 1% en Amérique du Sud et en Amérique latine, c'est une bénédiction, car leur modèle, quel que soit le pouvoir en place à Washington, c'est l'Empire. Ils sont les laquais de l'Empire. They are the lackeys of the empire. They are the picked, Ce sont ceux que l'Empire choisit au millimètre près, des élites compradors, dignes de confiance. Tu vis au Brésil, Nima. Tu sais très bien de quel genre de personnes je parle. L'ancienne richesse du Brésil, quoi. 50, 60 familles. Un vieil argent présent depuis 200 ans.
principalement concentrés dans le sud, même s'il y en a aussi dans le nord-est. Et bien sûr, ce vieil argent, celui de l'agrobusiness évangélique d'extrême droite, l'argent tape à l'œil, clinquant. Chaque fois que je retourne dans la ville où je suis né, à São Paulo, et que je visite certains de mes endroits préférés, ces gens les envahissent. Mais ils ont aussi leurs propres lieux, qui sont répugnants. Et s'ils ne le sont pas, ils les rendent répugnants avec leur ostentation bling-bling. Voilà donc la vie en Amérique du Sud et en Amérique latine. Très bien. Et tu le sais, Nima. Cet abîme total. Évidemment, ils ne se croisent jamais. Ils ne se croisent que lorsqu'il y a un enlèvement ou une agression à main armée très médiatisée à Rio ou à São Paulo surtout. Et alors, le choc fait la une, n'est-ce pas? Mais regarde simplement les premières 72 heures. La réaction populaire partout, non seulement dans les rues de Caracas et dans les rues du Venezuela, dans la campagne vénézuélienne aussi, mais en Colombie, au Pérou, au Brésil, en Uruguay, partout. Celui-ci, je le définis maintenant comme le Néo-Caligula, ce qui est, je dirais, une façon simple pour les gens de comprendre de quoi nous parlons. Cette mini-opération Néo-Caligula façon Netflix a réussi à unir l'opinion populaire dans toute l'Amérique latine. Popular opinion all across Latin America. And it's great that Et c'est formidable que les images que nous voyons, non seulement à Caracas, les images officielles, comme celles montrant le président en train de saluer, eh bien, qui ont été les premiers à être salués? Les ambassadeurs de Russie, de Chine et d'Iran. Et ces images, n'oublions pas, circulent dans tout le Venezuela et au-delà, via Telesur, atteignant de nombreux pays d'Amérique du Sud également. Le fait que nous ayons des images de Delcy, président, disons, le nouveau Conseil de sécurité du Venezuela, avec le ministre de la Défense d'un côté et le ministre de l'Intérieur de l'autre, dit en substance « nous résistons ». Ils disent par l'image « no pasarán ». Voilà, nous résistons. Et il n'est pas étonnant que le maître de piste du cirque, alias Néo-Caligula, ait déjà proclamé que si Delcy ne fait pas ce qu'on lui dit, il va bombarder à nouveau le Venezuela. Nous ne plaisantons pas. C'est bien ce qu'il dit. Et si tu as vu sa prestation d'hier, diffusée en direct presque partout et qui circule partout sur Internet, tu sais que nous avons affaire à un individu profondément dérangé, un narcissique mégalomane totalement hors de contrôle. Sous bien des aspects, Nima et vous tous, cette opération n'a servi qu'à flatter son propre ego, sans se soucier des conséquences géopolitiques, géoéconomiques, diplomatiques ou humanitaires. Sans parler de la violation du droit international. Car ce personnage ne raisonne jamais en termes de contraintes, de bon sens ou de respect d'autrui, quel que soit cet autre. Il ne pense que de manière mégalomane à lui-même, à son image reflétée dans une mare boueuse où il contemple sans relâche son propre reflet jusqu'à s'y noyer. Et il se noie encore et encore. Et ce n'est que le début de la dernière noyade. Les conséquences du fait que, pour la première fois, les États-Unis bombardent une capitale sud-américaine. C'est une première. Les États-Unis enlèvent le chef d'un gouvernement en exercice dans le Sud global, pas seulement en Amérique du Sud, en Amérique latine, mais dans tout le Sud global. C'est déjà une première. Donc tu sais, les répercussions vont être très très durables. Nous n'en sommes qu'au début. Le train n'a même pas encore quitté la gare, Nima. Nous sommes encore sur le quai, à regarder autour de nous, en disant « Bon, à quelle heure le train va-t-il partir ?» Alors, avant que le train ne parte, vérifions si nous avons tout fait, si nos bagages sont à bord, etc. Donc maintenant, nous avons un peu de... Oui, on dirait qu'on a perdu Pepe. Il va nous rejoindre à nouveau. C'était sans doute un problème de connexion, je suppose. Laisse-moi juste le contacter. Oui, il arrive. Te revoilà, Pepe.
You're back, Pep. Yes, I got a weird message. Ouais, j'ai reçu un message bizarre disant que je devais recharger le site. C'est vraiment, vraiment étrange. Je n'ai rien fait. Et puis ce message est apparu et notre connexion a été coupée. Donc d'accord, désolé les gars. Encore une fois, nous sommes les victimes ici. Once again, we are victims here. Nous savons qui fait ça. Exactly, we know who's doing this, especially because this is a Exactement. communication between Littlestan and Iran. Nous savons qui fait cela. Surtout parce qu'il s'agit d'une communication entre l'Afghanistan et l'Iran. Donc d'accord, nous savons plus ou moins comment toute l'affaire s'est développée. Et c'est extrêmement problématique. Nous connaissons les noms de certaines personnes qui ont effectivement trahi Maduro. Nous savions dès le début, dans notre contexte vénézuélien, qu'il y avait des gens issus de son service de sécurité. Mais l'un d'eux a maintenant été identifié par le gouvernement intérimaire du DLC, le général Tabata. Cet homme est le directeur du contre-espionnage militaire, donc c'est aussi un poste très élevé. Et oui, l'argent de la CIA, comme partout ailleurs. Nous avons vu de nombreux exemples en Afghanistan, en Libye, en Irak, en Syrie et j'en passe, et c'est beaucoup d'argent, donc ils peuvent pratiquement acheter qui ils veulent. Ce n'était pas seulement ce cercle restreint du service de sécurité. Cela allait bien, bien plus haut. La bonne nouvelle, c'est que le gouvernement du DLC participe à la mise au jour de tout le monde, où que cela mène. Une fois encore, la campagne initiale et acharnée visant à discréditer Delcy dès le départ s'est complètement effondrée. Delcy est une méga chaviste. Son père était un révolutionnaire tué par les Américains, donc Delcy ne trahira jamais le Venezuela. Les deux principales figures à ses côtés, c'est bien plus compliqué. Padrino, le ministre de la Défense, et Diosdado Cabello, le ministre de l'Intérieur. Des doutes subsistent encore sur ce qu'ils savaient, et si jamais ils savaient quelque chose, sur ce qu'ils ont pu faciliter. Cela reste flou. Pour le moment, cela nous donne une idée de la cohésion au sommet du nouveau gouvernement intérimaire. La Russie, la Chine et l'Inde ne se laissent pas intimider. Très, très important. Tout ce tsunami de bêtises sur Internet affirmant que la Chine et la Russie n'ont rien fait pour sauver le Venezuela. Ce sont des gens qui non seulement ne connaissent pas le Venezuela, mais surtout ne savent rien de la Russie et de la Chine, sans même parler du partenariat stratégique russo-chinois. La réaction russe prendra du temps et la réaction chinoise prendra également du temps. Elle sera extrêmement légaliste. Quelle que soit la mesure que cette administration Trump 2.0 prendra pour tenter de bloquer le pétrole sous contrat, en particulier celui du Venezuela, à destination de la Chine réagira devant les tribunaux. Ils vont poursuivre l'administration Trump avec acharnement. Il ferait donc bien d'y réfléchir à 2 ou 3 fois et de mobiliser leur armée d'avocats issus des cabinets new-yorkais pour les conseiller, car cela va devenir très, très laid. En dehors de cela, c'est un sujet dont j'ai discuté avec certains de nos collègues ces derniers jours. Le scénario absolument délicieux, encore une fois, laissez-moi insister auprès de vous tous, c'est un scénario tout à fait plausible, serait qu'il s'agisse d'un piège très élaboré et sophistiqué tendu par la Russie et la Chine pour attraper le néo-Caligula narcissique et mégalomane. Si tel est le cas, bien sûr, nous n'avons aucune preuve irréfutable à ce sujet. Mais nous avons ici et là quelques indices qui le rendent tout à fait possible. Ils savaient que cela finirait par arriver. Ils ont conseillé aux Vénézuéliens sur la manière de gérer la situation sans provoquer une guerre sur le sol vénézuélien qu'ils ne pourraient absolument pas gagner, ou une opération de choc et d'effroi bien pire que celle initiale que nous avons vue il y a quelques jours. C'était un mini-choc et effroi. Tout y était. Une panne d'électricité, une cyberattaque très complexe, une coupure totale. Ainsi, au cœur de la nuit,
sans lumière, ces hélicoptères pouvaient arriver. Et bien sûr, il y a eu au moins une destruction partielle des défenses vénézuéliennes. Tant que nous ne saurons pas jusqu'à quel niveau de la hiérarchie militaire cela remonte, nous ne pourrons pas expliquer l'ensemble du scénario. Mais ce gouvernement avance déjà sur ce point. C'est un élément extrêmement important. Quant à ce qui s'est passé aujourd'hui, j'ai passé la majeure partie de la journée, Nima, rivé à la saga de la Bella Marinera. Et c'est une escalade absolument horrible et préméditée. Préméditée, car ils auraient pu monter à bord de ce navire alors qu'il se trouvait encore dans les Caraïbes. Pourquoi aurait-il attendu que le navire s'approche de l'Islande, en fait, de l'Atlantique Nord, pour le faire? Avec tout ce tapage, juste pour que le secrétaire des guerres éternelles passe en direct et déclare que c'est une nouvelle victoire pour la meilleure marine de l'histoire de l'univers. Le baratin habituel, non? Alors maintenant, tout le monde attend. D'accord, que va faire la Russie? Parce que le sous-marin et les navires russes n'ont pas eu leur moment. Donc maintenant, la balle est dans le camp de la Russie. En connaissant la façon de penser de Vladimir Poutine, il est évident qu'il n'y aura rien de radical. Il y aura une réponse, Nima, mais elle sera asymétrique et à long terme. Il n'y a aucun doute là-dessus. Parce que c'est un schéma. Et dans ce schéma, 3 développements majeurs se produisent en l'espace de quelques jours. Premièrement, l'attaque de 91 drones contre le centre de commandement nucléaire de Novgorod, qui est aussi l'une des résidences du président Poutine. Comme nous le savons tous désormais, l'attaché militaire américain a été convoqué au ministère de la Défense à Moscou et s'est vu remettre des preuves que les Américains étaient derrière cette attaque. Renseignements, cartographie, images satellites, surveillance 24h24, tout y est. On peut donc supposer qu'à présent, ce dossier se trouve non seulement sur le bureau du Pentagone, mais aussi sur celui de Trump. Deuxièmement, l'opération de 30 minutes façon Netflix visant à kidnapper Maduro, totalement illégale à tout point de vue imaginable. Et troisièmement, ce qui est arrivé aujourd'hui au Bella, qui a changé de pavillon, a commencé à naviguer sous pavillon russe et est maintenant retenu comme navire russe, pas iranien, vénézuélien ou autre. Le navire est parti d'Iran, s'est rendu au Venezuela et lorsqu'il quittait le Venezuela, il a été vivement poursuivi par les Américains. Toute cette soupe d'acronymes absurdes le suivait, y compris la garde nationale ou peu importe. Bon, nous avons donc maintenant un navire battant pavillon russe, capturé dans les eaux internationales, neutres dans l'Atlantique Nord. Alors, comment la Russie va-t-elle gérer cela? Quand on met ces 3 éléments ensemble, qu'est-ce que ça te dit? Il n'est pas nécessaire d'être notre grand ami Alistair Crook, qui a probablement été le premier à décrypter ce qui se passait, même avant que Maduro ne soit enlevé. Ce qui s'est passé à Novgorod, ça c'était un tournant. Et surtout, parce que les Russes ont immédiatement tout reconstitué et rassemblé les preuves nécessaires. Et Alistair a été le premier. Je me souviens avoir publié un message sur X il y a quelques jours, un message très rapide, disant que, pour toute fin pratique, les négociations entre les États-Unis et la Russie sont désormais mortes. Alistair, lorsqu'il a parlé au juge Knapp hier, si je ne me trompe pas, a donné tous les détails sur la façon dont cette affaire s'est développée. Et il est arrivé à la même conclusion. Je soupçonne que la plupart d'entre nous, analystes indépendants, en arrivent à la même conclusion. Ces négociations, pour toute fin pratique, étaient dès le départ un kabuki, et maintenant le kabuki est révélé. Elles sont mortes. La question est de savoir comment la Russie va procéder à partir de maintenant. Sachant que tout ce dont Kirill Dmitriev a discuté avec ses amis Witkoff et Jared Kushner est du baratin. Witkoff and Jared Kushner is bullshit. It's nonsense. It won't go anywhere.
C'est absurde. Cela ne mènera nulle part. C'est une évolution très très grave, car en matière de confiance, après ce qui s'est passé à Novgorod, après l'attaque contre un allié russe très proche, et après ce qui s'est produit aujourd'hui dans les eaux de l'Atlantique Nord, de quoi peut-on encore parler? Quel degré de confiance peut-on établir après cela? C'est absolument impossible. Donc, une fois de plus, la patience taoïste de Vladimir Poutine, de Sergueï Lavrov et de tous les autres va être mise à l'épreuve, car il faut répondre aux 3 événements d'une manière qui envoie un message à Washington. Regardez, nous savons exactement ce que vous faites. Votre jeu est parfaitement clair. Très bien, en voilà un. Nous allons vous donner, disons, un aperçu de ce qui pourrait se produire si vous continuez à agir de cette façon. Et cela s'inscrit dans la réponse asymétrique de la Russie, qui ne se produira probablement pas dans les prochaines heures, ni même dans les prochains jours. Et bien sûr, cela nous ramène à ce dont nous parlions déjà il y a quelques jours, le mantra de Lavrov. L'opération militaire spéciale sera décidée sur le champ de bataille. C'est tout. Il n'y a pas d'autre solution. La capitulation non seulement de Kiev, mais aussi des Européens, de l'OTAN et, en fin de compte, de l'Empire, sera décidée sur le champ de bataille. Point final. Nous entrons donc maintenant dans une nouvelle phase de l'opération militaire spéciale, une opération devenue antiterroriste, sans qu'on en voie la fin. Cette guerre ne se terminera pas en 2026, c'est plus qu'évident. Elle continuera. Elle pourrait durer encore au moins 3 ans, voire davantage. Nous revenons donc sur un terrain extrêmement volatile et incandescent à cause de ces actions américaines. Et évidemment, cela montre une fois de plus, très clairement à nous tous, que ceux qui contrôlent réellement la machine gouvernementale et l'État aux États-Unis, les gens dans l'ombre, ceux qui dirigent le spectacle, ceux qui donnent en réalité des ordres à Trump pour faire ceci ou cela, ou qui donnent des instructions à leurs alliés du complexe militaro-industriel, de la CIA, des agences de renseignement, du Conseil de sécurité, des médias, du monde universitaire, des think tanks, etc. Ce sont eux qui disent « Voici la propagande que vous devez diffuser et voici les actions que vous devez suivre ». Cela n'a pas fondamentalement changé et cela ne changera pas. Et maintenant, avec la nouvelle stratégie de sécurité nationale, qui n'est en réalité qu'un masque pour dire « Ah, nous nous retirons de certaines zones du monde parce que nous ne pouvons plus exercer notre hégémonie », foutaise. Ce que cette NSS dit vraiment, c'est « Nous allons imposer notre hégémonie en privilégiant, bien sûr, 2 zones, mais nous continuerons à tenter d'exercer notre domination partout sur la planète. »